J'ai entendu parler de la bête Gévaudan. Ah oui, qu'est-ce que c'était? C'était quelqu'un qui était vêtu de peau de bête, c'était un seigneur pédophile, parce qu'on a dit n'importe quoi sur la bête du Gévaudan. Donc la bête est tuée, le roi félicite Antoine, ça se sait immédiatement par l'intermédiaire des curés qui reçoivent via l'évêque qui est conseiller du roi en ses conseils, comme on disait à l'époque, et qui est un noble à Mende, en Lozère. On sait que la bête a été tuée. Sauf que, 2 jours après la mort officielle de la bête, elle continue d'attaquer. Évidemment, ce n'était pas la bête qui avait été tuée, c'était un gros loup. Mais il y a des périodes où c'est le silence, surtout après la mort officielle de la bête, après le mois de septembre 1765. Il y a une période de 4 mois où on ne trouve rien dans les archives. D'abord parce que les archives ont été en partie brûlées à la Révolution. Deuxièmement parce que le roi a décidé que la bête était tuée et que les autorités de l'époque n'allaient pas transformer le roi en personnage ridicule en disant « Ah ah, il a dit que la bête était tuée mais elle est toujours là ». Donc il y a des trous très importants. La bête du Gévaudan. Avec Tiblan à Lebrun. Histoire vraiment bizarre, dirons-nous. C'est un fait historique. On parle pas du film Le Pacte des loups, hein. D'ailleurs, il y a un loup qui est en train de se faire aller, là. C'est la bête du Gévaudan ici, hein. La plaie de Mascouche. Cette fois, nous l'aurons. Quel grand film, hein, Le Pacte des loups. On prend un des faits historiques les plus étranges, les plus troublants, les plus marquants de l'histoire de France, puis on en fait un total navet, là. On crée un Amérindien ninja, une femme féministe chasseuse. Puis je peux pas en dire ben plus parce que j'ai tenté de le réécouter après m'avoir réinformé sérieusement. Et j'ai fait stop, je crois, après 20 minutes. J'ai eu ma dose. Là. Mais ça représente tellement l'époque dans laquelle nous vivons. Hein. Complètement stupide, en se croyant si intelligent. On a fermé nos yeux spirituels qui voient beaucoup plus haut, beaucoup plus loin que nos yeux charnels. Parce que dans La bête du Gévaudan, là, ce que j'ai noté, là, parce que j'ai lu plusieurs livres, c'est l'absence totale du surnaturel ou surhumain dans ce cas-là, parce que surnaturel c'est divin, puis surhumain c'est diabolique. Là. Ça, c'est éjecté là, dans la majorité des ouvrages sur le sujet. Mais dans ces ouvrages sur le sujet, à un moment donné, je voyais qu'il citait toujours un certain livre de l'abbé Pourchet. Là. Puis lui, c'est un autre point de vue. Là. On prend ça, la grille catholique. Là. Le point de vue, lui, c'était que c'était un fléau de Dieu. Et moi, ça, quand je lisais l'histoire, même avec les faits factuels, parce qu'on n'a pas le choix de garder certains passages décrits du passé, ça, ils ne peuvent pas les changer, ils font juste garder les bouts qui fitent leur histoire, parce que chacun a sa théorie là-dessus, là. Puis, comme je disais, le surnaturel est éjecté. Mais l'abbé Pourchet, là, je me suis dit, il faut que j'aille ce livre-là, parce que selon toutes ces personnes-là, rationalistes, modernistes, là, c'est l'ouvrage de référence. Là. Ils le disent tous, mais avec un avertissement, parce que c'est des modernistes. Ils disent, là, il faut que vous sachiez que l'abbé Pourchet, c'est un ecclésiastique. Hein? Donc, il voit les choses comme un catholique. Là. Il faut tous qu'ils le mentionnent. C'est pas bizarre, ça.
vous avez peur de quoi, là, que les personnes se rendent compte qu'il y avait quelque chose de vraiment étrange dans cette histoire-là? Parce que ça saute aux yeux, là. Même selon les écrits des rationalistes. Je vais mettre un extrait d'un vieux film. Mais c'est pas de courage dont j'ai besoin, c'est de chance. Avec cette abomination, le combat n'est pas égal. 10 fois, nous aurions dû la battre. Quand nous pouvions la tirer, les fusils ne partaient pas. Tenez, l'un de mes hommes l'a chargé, sabre au clair. Il a fallu qu'un mur se dresse devant lui. Le temps de le contourner, la bête était déjà loin. Ouais, cet épisode-là, c'est drôle parce que la bête, elle a pas contourné le mur, elle a sauté par-dessus. C'était d'une certaine hauteur bizarre. Il y a beaucoup de choses de bizarre. Le comportement de la bête, là. Bon, revenons à l'abbé Pourchet. Parce que, puisque ces personnes-là, rationalistes, modernistes, le citaient tous, vraiment in extenso, je me suis dit, il me faut absolument cet ouvrage de référence. Là, je commence à zioter, premièrement par les PDF anciens, parce qu'on peut habituellement tous les retrouver. C'est un livre de fin 19e siècle. Je ne le trouve pas. Là, je me dis, ma curiosité est piquée à un tel point qu'il faut que je l'achète. Je vais essayer de le trouver. Là, je le vois à 2 endroits différents dans le monde. Et le prix, je me souviens plus si c'était 2000 € ou 4000 €. Là. Pardon. Là, j'ai pas ce budget-là. Je suis curieux, mais je suis pas fou à ce point-là. Mais là, je me suis dit, pourquoi c'est aussi cher? Là, je me renseigne sur l'abbé Pourchet. Puis là, plus je me renseignais, plus je l'aimais. Là. Parce que là, j'ai vu que c'était un crinqué, lui. Là. Parce que, à l'époque, il a lui-même bâti sa propre imprimerie chez lui en fabriquant ses propres caractères là, pour taper à la machine. Là, j'ai dit, OK, lui, il est crinqué. D'après moi, il y avait de quoi de personnel là-dedans là, pour être aussi crinqué. Et en lisant, oui, en effet, parce que dans sa famille, il y a une personne qui a été attrapée par la bête, qui a survécu. Donc, c'était personnel. Et ça fut un travail de moine, un travail d'abbé. Hein. Lui, j'ose même pas imaginer le temps que ça a dû prendre d'aller chercher dans toutes les villes, les régions, là, tous les documents d'époque, là, puis les compiler, puis le taper avec sa machine qui s'est créée lui-même. Là, heureusement qu'il y a des fous de même. Là. Il y en a moins que dans le temps, mais un travail de moine. Là. Mais j'ai pas trouvé le livre à 4000 €, mais j'ai trouvé une réédition disponible. Puis lui, il a cité, selon moi, une cause probable, véritable fléau de Dieu. À notre époque, ça passe plus, ça, hein? Parce que les châtiments, on n'aime pas ça, hein? On n'aime pas les châtiments et on ne croit pas au surnaturel ou au surhumain. Mais c'est bizarre, dans ce cas-ci, ça a été réglé d'une façon surnaturelle. Puis c'est pour ça qu'il faut que je le mentionne. Parce que dans ce livre-là, de l'abbé Pourchet, qui est teinté de catholicisme, là, selon les autres modernistes, il y a des faits, des anecdotes, des détails que je n'ai trouvés que dans ce livre. Bon, voilà le but de cette vidéo. Parce que, après avoir lu les autres ouvrages sur le sujet, parce que j'ai lu tous les autres livres avant d'arriver à celui de l'abbé Pourchet. Là. Le hasard en a voulu ainsi. Là. Parce que je l'ai trouvé juste à la fin, là, comme ça, de usagé, parce que j'ai fait une folie, j'ai acheté un livre. Là, je lis le livre. Je connais les autres ouvrages dans ma tête. Là. Puis là, sur les mêmes histoires, il y a des petits détails que je me suis dit, et j'ai contre-vérifié là, pour être sûr. Oh, ça me semble que l'autre n'a pas mentionné ce fait. Loin d'être anodin. On va commencer avec Portefaix. Là. Ça, c'est l'enfant. Ben, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Là. Difficile de trouver un acte d'héroïsme plus grand que celui-ci. Là, c'est 7 enfants qui gardent le bétail, avec Portefaix en tête, 4 pieds 6, 12 ans. Là, t'as les autres, ils ont toute leur grandeur et leur nom. Là. Je crois qu'il y avait 3 enfants, 5 enfants, gars puis 2 filles. Là. Mais peu importe, là, ça c'est des détails parce que c'est Portefaix qui est le héros là-dedans. Puis là, ça commence, la bête, elle arrive, il la voit au dernier instant. Puis elle ramasse un des petits-enfants. Puis le Portefaix, lui, armé de son bâton avec un genre de coutelas à l'arrière, là, qui rentre pas du tout dans la bête. Là. Il réussit à faire lâcher l'enfant de la gueule de la bête. Je crois qu'il avait arraché la joue. Ouais, c'est ça, il avait arraché la joue de l'enfant, puis il l'avait dévoré devant eux. Là,
Là, vous vous mettez à la place de ces enfants-là. Vous voyez la bête devant vous qui vient d'arracher la joue d'un enfant, d'un de vos copains, et qui veut vous dévorer, là, parce qu'elle n'a pas fini là, la bête. Là. Elle a ramassé un autre des enfants, puis elle se sauve avec. Là. Puis là, il y a un des enfants que j'ai dit que c'est lui, c'est pas celui qui avait la joue mangée, parce qu'il a parlé. Il a dit OK, nous, on sac le camp, on fuit. C'est désolé pour notre ami, mais nous, on fuit. Puis moi, je le blâme pas, hein, parce que ça, c'est une réaction de survie normale. Mais Portefaix, lui, c'était un héros, carrément, parce qu'il a dit soit on sauve notre ami ou on périt avec lui. Incroyable. En lisant ça, moi, je me transporte là, à l'époque. Je vois l'image. C'est moi qui dis ah, on se sauve. Là, t'as le héros qui est là, qui dit non, non. Soit on se sauve ou on périt avec lui. Puis là, ça, c'est mon bro. Parce que le courage, ça se transmet. Hein? Portefaix, c'est un héros. Puis un héros, ça donne de la force. Let's go, bro. Avec la troupe, il dirige la troupe là, comme un lieutenant d'armée. Là. Séparez-vous comme ça. On fonce, puis on dirige la bête vers un genre de bourbier, puis elle s'embourbe avec leur ami en bouche. Puis là, lui, visez les yeux, visez la tête. Tellement là, qu'à un moment donné, la bête, elle sac le camp, puis elle l'a lâché, il a sauvé. Là. Portefaix. Là. Mais il y a un détail qui mentionne dans ce livre-là, de l'abbé Pourchet, qui, à ce que je sache, n'est pas mentionné dans les autres, parce que j'ai vérifié, puis ce petit détail n'est pas mentionné. Là. Avant de combattre la bête, ils s'étaient armés de leurs bâtons, leurs cure-dents qui ne servaient à rien, ainsi que du signe de la croix. Là. Quel détail anodin. Hein? C'est peut-être pour ça que les autres n'ont pas mentionné. Mais ceux qui croient au surnaturel n'y voient absolument rien d'anodin. Il y aurait tellement de choses à raconter là-dessus. Parce que là, je tombe sur un chapitre, la bête du Gévaudan invulnérable. Parce que les modernistes, aujourd'hui, ils traitent tous les paysans de cette époque de superstitieux, puis tout le kit, là, pratiquement d'abrutis attardés, là. Puis ils ne savaient pas c'était quoi un loup dans le temps, parce qu'ils disaient, les paysans, c'est pas un loup, mais ils savaient pas. Ils dealaient pas avec ça à tous les jours, eux, là, des loups. Mais on se met à leur place à eux, là. Il n'y avait pas tort de croire qu'ils étaient invulnérables, parce que, comme on a parlé un petit peu plus tôt, puis dans les écrits, la malchance, combien de fois qu'ils ont passé proche de la tuer, ils l'ont tiré combien de fois, piqué, poignardé, elle crevait jamais. C'était un genre de Jason Voorhees x4. Eno, what are you doing? Ce que j'aime de ce livre-là, là, contrairement aux modernistes qui donnent un avertissement, faites attention, c'est un ecclésiastique. Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment flagrant, là, peinturé, solide, là, d'une vision d'un abbé. Là. Ça ne m'aurait pas dérangé, moi, personnellement. Là, j'aurais compris que d'autres personnes, ça puisse offusquer, là, mais c'est vraiment minime, là, outre qu'il reconnaît que c'est un fléau de Dieu, parce que c'est ce que c'était, là, un fléau. Aujourd'hui, si on disait, c'est un fléau de la vie, un fléau de l'univers, ça passerait, là. Mais, tu sais, un fléau de Dieu, ça non, là, parce que Dieu est hors la loi, là. Il n'existe même pas, là. Venons-en à la fin de la bête. De la vraie bête, là. Pas celle qu'Antoine a tuée, là. Le porte-arquebeuse, le lieutenant des chasses de Louis XV, là. Ah, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, là, mais ça me tente pas de m'éterniser, là. Mais disons que lui, il s'est rendu rapidement compte, comme tous ses prédécesseurs, là, Denval, Duhamel, que, oups, c'est plus compliqué qu'on pensait, hein, avec la topographie, la géographie, plus le tempérament de la bête, comme vraiment tellement intelligente là, que c'en est troublant. Pas le choix de mentionner, encore une fois, un petit détail. Là. Parce qu'à l'époque, oui, il était plus petit qu'aujourd'hui, hein, mais il y avait des badass dans le temps. Là. Puis une personne qui a fait face à la bête, là, puis qui va démontrer que c'était vraiment bizarre. C'était pas normal, pas naturel comme comportement, une telle intelligence de la bête
qui a fait face pendant je sais pas combien de temps, mais lui, il était pas énervé, c'était un badass. Puis la bête, elle allait se rouler dans la boîte parce qu'il était sur le bord d'une rivière. Elle venait face à lui, puis elle se secouait afin de l'aveugler, qui se retourne pour lui sauter dans le dos. Là. À plusieurs reprises, elle faisait ça. Est-ce que c'est un comportement normal, ça? Puis il y en a plein comme ça. Mettons, un enfant qui a réussi à monter dans une charrette pour l'éviter, elle s'en va sous la charrette, tel Moby Dick, tant on essaie de la renverser avant que les secours arrivent pour sauver l'enfant. Revenons à Antoine et son loup de 130 livres qu'il a tué avec la loupe. C'est une histoire, longue histoire, là. Mais quand même, 130 livres de loup. Là. Ça, c'est moi qui le dis. Là. Ça sentait la porte de sortie. OK, on va aller tuer un gros loup, puis on sac le camp d'ici. Puis on va mettre dans la tête du monde que c'est une meute de loups. Fait que comme ça, quand il va y avoir d'autres attaques, ben ça va être juste des loups. Là. Parce que les paysans, c'est des abrutis. Ils savent pas reconnaître un loup. Là. Donc, nous voici à la fin de la vraie bête. Un genre de chien-loup ultra intelligent, troublement intelligent. Eh bien, ça donne qu'il y a encore du surnaturel là-dedans. Parce que il y a eu une procession, toute la kit, ça. Dans les autres livres, ils le mentionnent, ils n'ont pas le choix, là, parce que c'était... Tu pouvais pas le taire, là, tout le monde en faisait partie dans le coin. Là. Mais le détail, vraiment, c'est le hasard. Là. Ils ont fait une énième battue, parce qu'eux, ils n'avaient pas abandonné, alors qu'Antoine, lui, c'est fini, on a tué la bête. Là. Eux, ils continuaient les battues, là, quotidiennement. Puis, à un moment donné, il y a Jean Chastel, qui, lui, avait fait bénir les balles et son fusil. Très croyant, d'une foi qu'on n'a plus aujourd'hui. Là. Pourquoi? On va le démontrer. La battue aidant, lui, à son poste, là, il voit la bête qui sort du bois. Mais ça donnait que lui, il est en train de faire une litanie à la Sainte Vierge. Et quand il a vu la bête, il avait tellement la foi qu'il a fini sa prière avant de tirer avec son fusil béni, ses balles bénites et ses terminados de la bête. Pourquoi les autres ouvrages ne mentionnent pas ce fait, puisqu'ils se basent tous sur ce livre? Pourquoi ils biffent certains passages? Eh bien, la bête, lors d'une battue, est enfin tuée, et cette fois, c'est la vraie bête du Gévaudan. Elle est tuée le 19 juin 1767. Le 20 juin 1767, le lendemain matin, elle est autopsiée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les dimensions de la bête, 31 dimensions, ont été prises, toutes. Nombre de ses dents, grandeur des dents, espacement des dents, largeur du museau, hauteur des oreilles, grandeur des yeux, longueur des pattes, grandeur des griffes, longueur de la queue, longueur du corps. On a toutes les mensurations. Personne n'a eu l'idée de reconstituer la bête du Gévaudan en 250 ans. C'était pour moi un hybride entre ces chiens de combat romains et un loup, mâle-femelle, on ne sait pas lequel était le mâle, lequel était la femelle, car on retrouve tout à fait la forme des chiens de combat à l'avant, des chiens de combat romains, et on retrouve tout à fait à l'arrière, ce que disent d'ailleurs les paysans, ils ressemblaient au loup par l'arrière, mais à l'avant, ils avaient un museau de cochon, parce que ce n'était pas le museau fin des loups, et l'hybride est certainement la réponse à la question, qu'est-ce que c'était que la bête du Gévaudan? Et vous allez découvrir en exclusivité mondiale le travail qui a été réalisé par Guy Gilbertas et son équipe. Voilà, au millimètre près, la bête du Gévaudan. 57 kilos, une gueule énorme, des dents qui sont tout à fait conséquentes mais pas extraordinaires,
une queue levretée, rougeâtre sur le côté, une grande raie noire sur le dos, des pattes très puissantes. D'ailleurs, souvent, elle se dressait sur ses pattes arrière et elle attaquait avec les pattes avant. Elle se mettait debout face aux personnes qu'elle attaquait. Mais enfin, imaginez-vous, dans le Gévaudan de l'époque, où les paysans étaient évidemment beaucoup plus petits que vous ne l'êtes. La grandeur, comme si la force, le courage, la valeur, ça avait rapport avec la grandeur. J'ai pas le choix de mentionner une petite anecdote du passé, parce qu'il démontre là-dedans que les attaques de loups, c'était commun à cette époque-là. Là. Puis, probablement qu'à l'époque de la bête du Gévaudan, en Gévaudan ou en Auvergne, là, il y avait des attaques de loups en même temps que la bête. Il faut être logique. Là. Donc, dans ce livre, il y a un passage fort intéressant qui mentionne les attaques de loups carnassiers qu'ils appelaient à l'époque. Là. Puis, habituellement, ça ne durait pas longtemps hein, parce que les gens à l'époque, il y a des histoires que des hommes du passé, des petits hommes du passé, qui y avaient pas mal plus de couilles que nous. Je vais juste en citer une parmi les exemples qu'il cite. Puis, je vais nommer cette personne amicalement, sympathiquement, Pops. Fait que là, Pops, ça donne qu'il y a un loup qui l'attaque. Puis après 15 minutes de lutte, le petit Pops se dit « Ok, là, il faut que j'aille à un autre niveau parce que là, je commence à être fatigué. Faut tenter d'autres tactiques. » Donc, ma tactique sera de teindre le bras dans la gueule du loup, ramasse la langue du loup, Pops, il ramasse la langue du loup, et pendant qu'il cherche son couteau, parce que dans le temps, il y avait souvent des couteaux hein, à portée de main, ben, pour pas qu'il se dégage, je mords l'oreille du loup, je sors mon couteau, 16 coups de couteau avant qu'il arrête de bouger. Fait que Pops, il a utilisé des techniques que je note, parce que je trouve pas ça fou, ça ne me serait pas venu naturellement. On pense aux yeux, le museau, les couilles, mais ramasser la langue, c'est vrai que ça doit être assez efficace, mais lui, il a un niveau qu'on n'a plus aujourd'hui. Là. Dans le temps, tu sais, ah ouais, l'oreille, viens ici. D'après moi, c'est à ce moment que le loup a dû se dire, quand Pops a mordu l'oreille en tenant la langue, là, OK, j'ai mal choisi ma proie. Là. Mais ça, c'est les petits hommes d'antan. Là. Mais j'oublie le principal de cette histoire. Pops avait 60 ans. Comme disait si bien ma grand-mère, petit homme, grand. Et il mesurait 1m50 à 1m65. Face à un animal comme ça, dont on voit toute la puissance musculaire, c'était évidemment très impressionnant. Si j'avais de l'argent à miser, je gagerais sur le petit homme d'antan face aux féminisés d'aujourd'hui. On est tous atteints. Hein? Nous sommes tous atteints. Faut pas oublier ça. Là. Mais le petit farmer d'antan, moi, je gage sur lui. Et je veux pas faire du pif-paf avec lui.